commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la Maison Française et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à distance. Je m'appelle Anne Theobald et je suis directrice de la Maison Française. C'est un très grand plaisir de vous accueillir pour cette conférence de l'écrivain renommé François-Henri Désérable. Cette conférence s'inscrit pour nous dans le cadre du cycle des conférences de la Maison Française qui sont réalisées grâce à une subvention du ministère des Affaires étrangères et le Consulat de France à Chicago. Et les conférences sont organisées par nous ici à la Maison Française. Donc je tiens à remercier le consul Yannick Tagan et son équipe et aussi notre équipe ici, Gilles Bousquet, mon collègue dans le département de français et le président de notre conseil d'administration à la Maison Française, et nos assistants, Fabien Siles et Lena Rimnikovac, qui nous aident à réaliser ce projet. D'abord, quelques mots sur les conférences de la Maison Française. Avec cette série, nous cherchons à resserrer les liens et à créer de nouvelles relations dans la communauté française et francophone dans la région du Wisconsin. En même temps, nous voudrions proposer à cette communauté des sujets de réflexion sur des questions contemporaines dans une variété de domaines qui intéressent un grand public francophone. Nous avons commencé la série avec une conférence sur l'enseignement de la littérature francophone. Puis nous avons eu une conférence sur les rapports économiques entre la Chine, la France et les États-Unis. Ensuite, le consul général de France à Chicago a parlé de son rôle et de ses projets actuels dans le Midwest. Et notre conférencier en décembre sera un chercheur scientifique français qui nous parlera de ses recherches sur les épidémies et la santé publique. Vous pourrez trouver des renseignements sur les conférences à venir sur notre site web et si les conférences précédentes vous intéressent, vous pouvez les écouter sur notre chaîne YouTube. J'ai le très grand plaisir de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, François-Henri Désérable. Avant de devenir écrivain, il était joueur de hockey professionnel et je viens d'apprendre que cette première carrière avait ses racines aux villes jumelles dans le Minnesota où il a joué au lycée de Wayzata, pas très loin de là où j'ai grandi, une bonne décennie avant. Il a reçu son premier prix de l'Académie française pour son premier roman, Tu montreras ma tête au peuple, en 2013. Le roman dont il nous parlera aujourd'hui est son quatrième livre publié chez Gallimard, Mon maître et mon vainqueur, paru en 2021, qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française et je lui demanderai de signer ma copie tout à l'heure. Et il a publié un 5e livre cette année, aussi chez Gallimard, L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran. Nous sommes ravis d'avoir cette occasion d'accueillir François-Henri Désérable à la Maison Française. Avant d'écouter la conversation, ça va être vraiment une conversation, pas très formelle, on peut poser des questions, mais Madame Axel Moller, l'attachée culturelle et directrice de Villa Albertine, va nous parler un peu du contexte qui a amené François-Henri Désérable ici. Donc d'abord, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Axel Moller, attachée culturelle au Consulat de France à Chicago et également directrice de la Villa Albertine. Donc,
Donc avant de laisser la parole à François-Henri Désérable, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est la Villa Albertine, puisque c'est un nom relativement nouveau. C'est un programme qui a été pensé pendant la pandémie par les équipes culturelles de l'ambassade de France aux États-Unis et qui visait à renouveler l'action culturelle de la France dans ce grand pays où nous avons 10 bureaux. Un bureau culturel est installé partout où nous avons un consulat. Donc San Francisco, Los Angeles, Houston, Atlanta, Washington, New York, ça c'est le jeu, je vais forcément en oublier un. Boston, Chicago, je pense que j'ai fait le tour, et nous répartissons chacun le territoire. Et cette Villa Albertine, c'est en fait le nouveau nom des services culturels de la France aux États-Unis, et ça désigne, parmi plein d'autres programmes, un vaste programme de résidence de créateurs. Comme certains l'ont deviné, ce terme Villa Albertine fait référence aux grandes villas culturelles de la France à l'étranger, comme la Villa Médicis, la Villa Koyohama au Japon, à la différence que nous ne disposons pas d'un bâtiment unique où accueillir nos résidents, puisque ce pays est bien trop grand pour choisir un seul lieu. Ce serait un peu frustrant d'imposer à tout le monde de venir au même endroit. Donc l'idée de génie fut de proposer aux candidats de présenter leur projet et de candidater à un appel à projet en nous indiquant l'endroit de leur rêve pour réaliser une résidence qui fasse sens avec leur projet de recherche. Donc chaque année, nous recevons, l'appel est publié en novembre, donc le prochain appel sera très bientôt diffusé pour choisir les résidents de l'année 2025, on s'y prend bien à l'avance. Et l'année dernière, nous avons reçu pour tout le pays à peu près 700 candidatures pour n'en retenir que 50. Donc c'est extrêmement sélectif. Toutes les disciplines sont acceptées, donc c'est pour ça qu'on parle pas de résidence artistique, mais de résidence de création, puisqu'on peut recevoir des penseurs, des chercheurs, des architectes, des auteurs, des peintres, des danseurs, à la fois émergents et confirmés. Donc il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de professionnalisation déterminants. Et donc François-Henri a postulé, c'était donc tout début 2022, je pense. Donc on a eu 6 mois d'analyse des dossiers avec différents comités qui se sont succédés. Et il a été retenu pour un projet qui l'a amené à passer 5 ou 6 semaines à New York, puis 3 semaines à Ohio State University, pour réfléchir et commencer à écrire son prochain roman. Et je dois dire que le comité que nous avions constitué à Chicago a été tout à fait séduit par le projet et qu'il a fait partie des rares candidats qui ont emporté tous les suffrages. Donc il n'a pas été très difficile de prendre cette décision. Plus d'un an après, 1 an et demi après, le voici parmi nous. Sa résidence s'est terminée dimanche dernier, mais nous souhaitions vraiment arriver à coproduire une petite tournée d'auteurs. Normalement, les tournées d'auteurs sont organisées uniquement lorsque les ouvrages sont traduits en anglais, et c'est New York qui les organise. Là, nous avons dérogé, nous sommes affranchis et nous avons coproduit cette petite tournée avec différents partenaires, et merci à la Maison Française de nous accueillir. Il était lundi à UChicago, mardi à l'Alliance Française de Chicago, mercredi au lycée français, et demain il sera à l'Alliance Française de Minneapolis. Après, on le libère, mais voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, vous verrez que c'est un plaisir de l'entendre. Merci beaucoup Axel et merci Anne et à la Maison Française de Madison pour cet accueil. Figurez-vous, c'est pas la première fois que je viens à Madison parce que Anne m'a rappelé, j'ai étudié 1 année dans le Minnesota, à côté de Minneapolis, donc à Wayzata High School où j'étais parti pour jouer essentiellement au hockey sur glace. Et j'en avais profité à l'époque pour venir visiter le campus de l'université de Madison. J'avais même acheter une casquette des Badgers que je trouve chez moi. Donc je suis déjà assez familier de cette ville et de cet endroit et de ce campus magnifique et peut-être trop méconnu, puisque quand je suis rentré tout à l'heure,
je ne sais plus avec qui on en parlait, on me disait que les Français connaissent parfois les campus de la côte Est, ou peut-être ceux de Californie, mais trop peu ceux du Midwest. Et là, pour avoir passé 3 semaines à Ohio State University, pour être passé aussi à University of Notre Dame, et puis maintenant ici, on peut dire que les campus universitaires du Midwest n'ont vraiment rien à envier à ceux de la côte Est ou à ceux en Californie. Écoutez, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit une conférence, alors c'est un mot peut-être un peu grandiloquent. Je pensais que ça serait vraiment une conversation où on me poserait des questions, donc je vais essayer d'improviser quelque chose à partir de ce livre qui s'appelle Mon maître et mon vainqueur. Et le titre est un titre absolument magnifique, et je le dis avec d'autant plus d'humilité qu'il n'est pas de moi. C'est un titre qui vient d'un poème de Paul Verlaine. Vous savez, Verlaine a écrit plusieurs recueils de poèmes, dont certains sont assez connus, comme les poèmes saturniens ou les fêtes galantes. Mais là, ça vient d'un recueil pas connu du tout, qui s'appelle Chanson pour elle. Et dans Chanson pour elle, Verlaine écrit un poème où il dit Es-tu douce ou dure? Sont-ils noirs ou bleus tes yeux? Je n'en sais rien, mais je rends grâce. Non, c'est pas ça du tout. Je me suis perdu je me suis emmêlé dans les... Es-tu brune ou blonde, sont-ils noirs ou bleus tes yeux? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde, mais j'adore le désordre de tes cheveux. Es-tu douce ou dure? Est-il sensible ou moqueur, ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Je trouve ça très beau aussi, d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et moi, lorsque j'écris un livre, j'ai toujours besoin d'avoir la première phrase et le titre du livre. Et quand j'ai commencé à écrire celui-ci, j'avais la première phrase. J'ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis rentré dans une armurerie, mais je n'avais pas le titre du livre. J'avais des titres de travail, et il se trouve que, ce que j'ai dit à l'Alliance française de Chicago, que Milan Kundera, qui est d'ailleurs l'un de mes écrivains fétiches, et qui a disparu cet été, s'est accaparé tous les plus beaux titres pour les romans d'amour. Vous êtes nombreux, j'imagine, à avoir lu L'insoutenable légèreté de l'être, qui est peut-être le plus beau titre de l'histoire de la littérature. Même en anglais, c'est beau. The Unbearable Lightness of Being. La valse aux adieux, c'est un titre magnifique. Risibles amours, voilà encore un très beau titre. Donc tous ces titres-là, j'aurais pu les prendre pour ce livre, malheureusement Kundera les avait déjà pris. Et donc, quand j'ai lu ce poème de Verlaine, je me suis précipité sur Google pour vérifier que personne n'avait utilisé ce vers dans le titre d'un livre, et c'était le cas, et donc j'ai pu titrer mon livre Mon maître et mon vainqueur. C'est un roman tout bêtement d'amour. C'est une histoire d'amour passionnelle, ce qui est le sujet le plus éculé, le plus rebattu, le plus vu de l'histoire de la littérature mondiale. On peut se demander, vous savez, j'ai un ami philosophe qui me dit, qui parfois est désespéré, parce qu'il me dit je pense qu'après Socrate, finalement, ça ne sert à rien de faire de la philosophie, et tout ce qu'on fait n'est après tout qu'une note de bas de page à l'œuvre de Socrate. Eh bien, on pourrait peut-être dire la même chose avec le roman d'amour à propos de Shakespeare, et que finalement, tous les romans d'amour qui pourraient arriver après Shakespeare et après Roméo et Juliette ne sont que des banales notes de bas de page. Et donc... la difficulté, c'était d'essayer de renouveler quand même ce genre du roman d'amour par la forme, en y mettant un enjeu formel. Et donc je raconte dans ce livre une histoire d'amour passionnel entre une comédienne qui est sur le point d'épouser un homme, qui s'appelle Tina, donc elle s'appelle Tina, un conservateur à la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle Vasco. Et cette histoire est racontée par le narrateur. Et qui est le narrateur? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé sur Vasco, on sait que Vasco a tiré sur quelqu'un, on ne sait pas qui, on l'apprend à la fin du livre, et on a retrouvé sur lui deux choses. Un revolver, qui n'est pas n'importe quel revolver, puisque c'est le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud en 1873 à Bruxelles. Et on a retrouvé également sur lui un cahier sur lequel Vasco a écrit des poèmes. Le juge d'instruction qui interroge Vasco
ne comprend rien au poème. Parce qu'on lui dit, vous n'avez qu'à lire les poèmes, vous comprendrez cette affaire, vous comprendrez pourquoi j'ai tiré sur cette personne. Le juge d'instruction n'y comprend rien et convoque donc le meilleur ami de Vasco, qui est le narrateur, qui va aider le juge, qui va expliquer les poèmes au juge, qui va l'aider à les décrypter en quelque sorte, qui va faire l'exégète de ces poèmes, et qui va aider le juge à résoudre l'enquête à travers ces poèmes. C'est donc une sorte de polar poétique qui a pour sujet une énième variation d'un amour réciproque malheureux. Et je vous disais que ce Vasco, il est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Et ça, comment ça m'est venu? C'est parce que j'ai été amené à faire ce qu'on appelle une résidence à la Bibliothèque nationale de France. Alors là encore, c'est un mot grandiloquent parce que je n'ai pas dormi dans la BNF. Seulement, j'ai eu pendant un mois un accès libre à peu près tous les endroits de la Bibliothèque nationale de France, notamment à ce qu'ils appellent la Grande Réserve, qui est un lieu extraordinaire, qui est à peu près grand comme cette salle de la Maison française de Madison, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre, la lumière du jour ne rentre pas, il fait toujours la même température, toujours la même hygrométrie, et se trouve sur des étagères les plus grands trésors de la langue française. Et ça, j'étais avec une conservatrice, parce que quasiment personne ne peut accéder à ce lieu. Seule une poignée de conservateurs triés sur le volet, qui ont un badge, qui ont une habilitation presque secret défense, peuvent accéder à cette grande réserve. Et à un moment, donc il y a une table comme ça, et la conservatrice pose devant moi les chefs-d'œuvre les uns après les autres. J'ai pu consulter par exemple la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé. J'ai pu consulter le manuscrit de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors c'est très amusant parce qu'on voit à quel point Proust amendait, rajoutait, etc. Donc il collait des papiers sur son manuscrit, ce qu'il appelait ses paperoles. J'ai pu consulter les manuscrits de Flaubert, et ça c'est pareil, c'est fascinant parce que on voit à quel point Flaubert écrit, réécrit, rature, il rature de plein de manières différentes, et on voit que les ratures de Flaubert sont encore du Flaubert en quelque sorte. J'ai pu voir le manuscrit des contemplations de Victor Hugo. Et là, c'était très émouvant parce qu'à un moment, je tourne les pages et je tombe sur ce poème de la main de Victor Hugo et je lis Demain dès l'aube. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. Et là, je m'attendais à découvrir un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs, et je vois une branche de houx et de la sauge en fleurs. Et là, je vois que ce dernier vers est barré. Et en dessous, Victor Hugo ajoute le vers que nous connaissons tous, un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. C'est un poème qu'il a écrit à la mort de sa fille Léopoldine, qui avait 22 ans, qui venait de se marier, qui allait faire un petit tour sur un lac un peu comme celui-ci, en bateau, le bateau a chaviré, et elle est tombée à l'eau, et son jeune mari s'est jeté pour essayer de la sauver, ils sont morts tous les deux. Victor Hugo a appris la mort de sa fille 7 jours après, en lisant le journal. Et il a écrit ce poème que je trouve bouleversant, qui est un poème qui n'a pas de titre, qui est peut-être le plus beau de la langue française, et j'ignorais que dans la version initiale, il décidait de mettre sur la tombe de sa fille une branche de houx et de la sauge en fleurs, plutôt qu'un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et ça m'a vraiment fasciné parce que je me suis dit que j'avais accès en quelque sorte à la pensée des écrivains en fréquentant leurs manuscrits. Et moi, quand je lisais ce poème et que je vois la rature, eh bien, j'avais l'impression d'être à côté de Victor Hugo au moment où il était en train de l'écrire, et je le voyais vraiment se caressant la barbe blanche, se dire quel est un vers plus euphonique que je pourrais, dont je pourrais avoir usage, tremper sa plume dans l'encrier et puis écrire un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Donc j'ai vu ça, c'était absolument merveilleux. J'ai vu aussi le manuscrit des Fleurs du Mal de Baudelaire.
Pas le manuscrit, parce que le manuscrit, on ne l'a pas. Les épreuves corrigées. Donc les épreuves corrigées, c'est ce que vous envoyez à l'imprimeur, et après, votre éditeur peut apporter des corrections. Et il y a un vers extraordinaire au début des Fleurs du Mal. Dans le premier ou deuxième poème, ces monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, virgule, dans la ménagerie infâme de novices. Et le correcteur a retiré la virgule, et Flaubert l'a rétablie, et il note dans la marge « Je tiens absolument à cette virgule ». Et je trouve ça très beau, cette idée qu'on puisse tenir absolument à une virgule. Sioran, qui est aussi un écrivain que j'admire beaucoup, disait « Je rêve d'un monde où l'on mourrait pour une virgule ». Cyrano de Bergerac, lorsqu'on lui propose de corriger certains de ses vers, il dit « Impossible, monsieur, mon sang se coagule à l'idée qu'on y peut changer une virgule ». Et Oscar Wilde, pour finir avec les virgules, Oscar Wilde, lorsque un ami lui demande à quoi il a consacré sa journée, il dit « Écoute, je suis épuisé. J'ai passé ma journée à corriger les épreuves d'un de mes poèmes. Ce matin, j'ai retiré une virgule. Et cet après-midi, je l'ai remise. » Et donc, moi, je trouve ça magnifique de voir aussi ce travail sur la ponctuation, sur les virgules, sur les moindres détails. Et on voit à quel point, lorsqu'on consulte les épreuves corrigées des Fleurs du Mal de Baudelaire, à quel point tout cela est... Enfin, à quel point rien n'est laissé au hasard. J'avais aussi consulté un truc qui m'avait beaucoup marqué, le manuscrit, ou les épreuves corrigées, là encore, d'Alcool, le recueil d'Apollinaire. Voilà. Et là, pour le coup, lui, il supprime toutes les virgules. Vraiment, c'est marrant, sur les épreuves corrigées, il supprime toutes les virgules. Sur une idée de Blaise Cendrars. D'ailleurs, puisqu'on parle de Blaise Cendrars, il y avait aussi la prose du transsibérien. Vous avez déjà entendu parler de la prose du transsibérien? Je sais qu'il y a des professeurs de littérature dans cette salle, donc eux le savent, mais peut-être pas tous. La prose du transsibérien, c'est un très long poème en prose, qui fait 2 mètres de long. C'est un magnifique poème, et qui a été orné par les dessins d'une peintre qui s'appelle Sonia Delaunay. Il voulait en faire 150 exemplaires, parce que chaque poème faisait 2 mètres, et il voulait que ça fasse la taille de la tour Eiffel si on mettait chaque poème l'un derrière l'autre. La tour Eiffel fait 300 mètres. Malheureusement, ils n'ont pas eu assez d'argent pour publier les 150 exemplaires, donc il existe 70 exemplaires. Et c'est vraiment un trésor de bibliophile. Et la Bibliothèque nationale de France possède 2 exemplaires de la prose du transsibérien, dont l'un qui a été dédicacé par Blaise Cendrars de la main droite avant la Première Guerre mondiale et de la main gauche après, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il a perdu sa main droite. Il a reçu une balle et il a dû être amputé de la main. Et donc l'exemplaire celui qui a le plus de valeur, c'est celui qui était dédicacé 2 fois par Blaise Cendrars. Et moi j'ai pu déplier ce truc, l'avoir devant moi. C'était magnifique, c'était un grand moment. Bref, ce séjour à la BNF m'a donné envie de faire de mon personnage principal un conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Mais quand je suis allé à la BNF, ils m'ont demandé d'écrire un texte au terme de cette résidence. Et j'ai pas écrit sur la salle des manuscrits, j'ai écrit sur autre chose. J'ai écrit sur la façon dont j'ai volé le cœur de Voltaire. Et ça, je l'ai mis dans le livre. Donc Voltaire, qui était un des plus grands philosophes des Lumières, qui est la figure importante de la philosophie et de la littérature française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec Rousseau. Il meurt en 1778, si je me souviens bien, et quand il meurt, eh bien, son cerveau est prélevé et son cœur est prélevé. Et son cœur est remis à l'un de ses amis, chez qui il est mort d'ailleurs, à Paris, hein, boulevard Voltaire aujourd'hui, et cet ami s'appelle le marquis de Villette. Et le marquis de Villette va mettre le cœur de Voltaire dans un petit boîtier en forme de cœur avec une solution hydroalcoolique, un peu comme le gel hydroalcoolique dont on est familier, pour pouvoir le préserver. Et puis le marquis de Villette va mourir quelques années plus tard, le cœur va être transmis à un de ses descendants, puis transmis à un descendant du descendant de marquis de Villette, qui à la fin du XIXe siècle se dit
qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Et il décide donc de le léguer à la Bibliothèque nationale de France, et la bibliothèque commande une statue à un sculpteur qui s'appelle Jean-Antoine Houdon, une statue de Voltaire, qui se trouve aujourd'hui dans le salon d'honneur de la Bibliothèque nationale de France. Et dans le socle de cette statue, eh bien, ils ont mis le cœur. Et il y a une plaque. Il y a une plaque et c'est marqué « Ici repose le cœur de Voltaire, mort en 1778 à Paris. Un don a été fait, le don a été fait par les descendants du marquis de Villette à la fin du XIXe siècle pour la Bibliothèque nationale de France. » Moi, je viens d'une famille de quincailliers, hardware store. Donc je sais très bien comment on décèle une plaque, comment on peut déceler une plaque. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé avec mes outils que j'ai cachés sous des affaires de piscine, j'ai passé les contrôles de sécurité, j'ai décelé la plaque, j'ai pris le cœur de Voltaire, je l'ai eu pendant une semaine chez moi, et une semaine plus tard, j'avais cette fameuse restitution, ce fameux texte que je devais lire à la Bibliothèque nationale de France, devant un parterre d'invités, et j'ai décidé de raconter comment j'avais volé le cœur de Voltaire, et à la fin, je l'ai remis solennellement à la directrice de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, que j'ai remerciée à la fin du livre pour ne pas avoir engagé de poursuites judiciaires à mon encontre. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est aussi un épisode du livre, puisque évidemment, Vasco, à un moment donné, va offrir en guise de cadeau d'anniversaire à Tina le cœur de Voltaire. C'est quand même un cadeau assez peu courant, qu'on vous offre le cœur d'un philosophe. C'est quand même, je ne sais pas si on vous l'a déjà offert un cadeau aussi inattendu. Mais tout ça pour vous dire que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion amoureuse, ça n'a absolument aucune originalité. Si ce n'est que l'originalité réside peut-être dans l'écriture, parce que moi, ce qui m'importe le plus en littérature, c'est d'entendre une voix, VOIX, c'est-à-dire que si Anne me rejoint à ce pupitre et que vous demande de fermer les yeux, et qu'on se met à avoir une conversation, elle et moi, eh bien vous allez être en mesure de distinguer qui de moi ou d'Anne est en train de parler. Pourquoi? Parce que vous allez reconnaître le grain, l'intensité de notre voix. Eh bien, je pense que la littérature, c'est un peu la même chose. C'est le grain et l'intensité d'une voix, par écrit, qui est si singulière qu'elle impose en quelques lignes ou en quelques pages une présence qui est reconnaissable entre toutes. Et je crois que n'importe quel écrivain aspire à ce qu'un lecteur ayant déjà lu un de ses livres puisse ouvrir son nouveau livre au hasard, sans avoir lu le nom de l'auteur sur la couverture, lire quelques pages et se dire « Ah bah tiens, ça c'est du Proust, ou c'est du Flaubert, ou c'est du Faulkner. » Hier, j'ai fait une rencontre au lycée français de Chicago. Les élèves ne connaissaient pas William Faulkner. Alors, je vous enjoins vraiment à prêcher la bonne parole et à faire lire Faulkner à la jeunesse américaine, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de tomber en désuétude. J'étais très frappé du fait que les élèves ne connaissaient pas William Faulkner. Je leur parlais de Faulkner parce que je leur disais que pour moi, c'est lui qui a donné la plus belle définition de la littérature. Faulkner disait que écrire, c'est comme craquer une allumette dans une forêt la nuit. Et lorsque vous craquez une allumette dans une forêt la nuit, eh bien, vous n'y voyez pas plus clair, mais vous voyez combien il y a d'obscurité partout. Et il dit que la littérature ne sert pas à mieux voir, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. À mesurer l'épaisseur de l'ombre. C'est magnifique quand même cette idée que la littérature nous aide à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Je me suis toujours dit qu'un jour je ferai un livre qui s'appellera L'épaisseur de l'ombre, dans lequel je parlerai comme ça, de tout et de rien, mais enfin, de littérature, de mes lectures, des lectures qui m'ont transformé, qui m'ont bouleversé, ce qui d'ailleurs est une conversation qu'on a eue tout à l'heure avec Axel Moller dans la voiture. Elle me disait que il y avait Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Est-ce qu'il y en a ici? Alors on ne va pas le faire par applaudissement, on n'est pas dans le stand-up. Vous savez, il disait par applaudissement. Est-ce qu'il y en a ici qui simplement en levant le bras ou le doigt ont lu Belle du Seigneur d'Albert Cohen?
Un, deux, ouais, c'est quand même. Je crois qu'il est traduit en anglais en plus, ce livre. De toute façon, vous parlez tous français ici. Belle du Seigneur d'Albert Cohen, c'est un livre qui a été publié en 1968, qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française en 68. Albert Cohen est l'un des plus grands écrivains francophones du XXe siècle. Il est né à Corfou, en Grèce, en 1895. Il a grandi à Marseille. Ensuite, il a été diplomate à Genève et il a écrit très peu de livres. Mais parmi ces quelques livres, il y en a un qui fait 1111 pages dans l'édition de poche et qui s'appelle Belle du Seigneur. Et qui est la plus belle histoire d'amour jamais écrite dans l'histoire de la littérature mondiale. Oui, je disais Shakespeare tout à l'heure, mais Belle du Seigneur, c'est encore mieux. Donc vraiment, je vous encourage à lire Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, c'est une histoire d'amour entre... Ah, vous approuvez, je vois, vous faites oui de la tête, vous confirmez, je suis heureux. C'est une histoire entre Ariane et Solal. Ça se passe dans les années 30, à Genève. Solal est sous-secrétaire à la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Et Ariane est mariée, c'est la femme d'un des subordonnés de Solal, donc d'un type qui travaille à la Société des Nations. Solal voit Ariane à une réception, il tombe fou amoureux d'elle, et il décide d'aller lui rendre visite chez elle pendant qu'elle est en train de prendre son bain, parce qu'Ariane adore prendre des bains, et il a envie de la séduire par la force de son verbe, par le pouvoir des mots, parce que Solal il est très beau, mais il n'a pas envie de la séduire par sa beauté. Et donc il se grime en vieillard édenté. Vous savez, il se met... moi je sais que les hockeyeurs, ceux qui ont joué au hockey sur glace ici, vous savez, sur une palette, sur le bout de la crosse, on met du tape, qui est du tape noir. Et quand vous le mettez sur vos dents, eh bien on a l'impression que vous n'avez plus de dents. Eh bien Solal, c'est ça, il fait ça, il mettait un petit sparadrap noir pour se déguiser, et il se déguise en vieillard comme ça, qui n'a plus de dents. Et le début est magnifique. Donc, parce que Solal, bien sûr, il arrive à cheval. Et donc, Albert Cohen écrit « Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu, sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche, et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait, et elle l'aimerait. Et après, il nous raconte sur 1111 pages comment il a osé, comment ils se sont aimés, comment ils se sont désaimés. Et je ne vais pas vous spoiler la fin. Mais c'est un bouquin absolument bouleversant, et Axel me disait tout à l'heure que c'était un des bouquins qui avait le plus compté pour elle, et c'est le livre qui a peut-être le plus compté pour moi, puisque à l'âge de 18 ans, après avoir refermé Belle du Seigneur d'Albert Cohen, j'ai eu envie d'être écrivain. Je me suis dit, être Albert Cohen ou rien. Vous savez, Victor Hugo écrivait sur ses cahiers d'écolier, être Chateaubriand ou rien. Eh bien moi, c'était ça, c'était un peu être Albert Cohen ou rien. Mais disons que c'est le livre qui m'a donné envie d'en écrire à mon tour, en quelque sorte. Et je me suis mis à écrire après la lecture d'Albert Cohen, très tardivement, à l'âge de 18 ans. Avant mes 18 ans, je ne me consacrais qu'à une seule chose, c'était le hockey sur glace. Je n'avais rien d'autre à l'esprit. Le hockey sur glace, qui est vraiment l'une des passions dans le Minnesota, notamment dans l'État voisin du Minnesota. Je me souviens que quand j'étais dans le Minnesota, il y avait eu un sondage qui disait que les adolescents de 15 ans, les jeunes hommes de 15 ans, pensaient au sexe une fois toutes les 8 secondes en moyenne. Et quelqu'un avait dit, oui, mais dans le Minnesota, les 7 autres secondes, ils pensent au hockey sur glace. Et je crois que c'est très juste. Moi, j'avais une patinoire dans le jardin, c'était absolument formidable. Il suffit de prendre un tuyau d'arrosage et vous faites une patinoire. Donc c'était ça, mon truc. C'était la glace. C'était pas du tout la littérature. Mais il y a eu la lecture de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et c'est peut-être... une des raisons pour lesquelles j'ai ensuite écrit Mon maître et mon vainqueur, c'est que je voulais aussi m'inscrire dans cette lignée-là, et moi aussi essayer de, même si pour le coup c'est vraiment une note de bas de page avec du Seigneur, enfin, mais essayer moi aussi d'explorer les différentes facettes de la passion amoureuse,
Et évidemment, je ne vais pas vous mentir, lorsqu'on écrit sur l'amour, on y met évidemment beaucoup de soi. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je sortais d'un chagrin d'amour et que j'étais incapable de fixer ma pensée sur quoi que ce soit d'autre que ce chagrin d'amour. C'est je pense que s'opère une bascule dans la vie entre le moment où on se moque des souffrances du jeune Werther, où on les minore, où on les tient pour quantité négligeable, donc où on se moque du chagrin d'amour, et celui où, l'ayant éprouvé, eh bien, on réalise à quel point c'est une désintégration totale de votre être. Et moi, plus jamais, je ne me moque des gens qui qui connaissent un chagrin d'amour, parce que c'est presque pire qu'un deuil. C'est un deuil pour soi-même d'une personne qui est encore en vie, que d'autres peuvent voir, d'autres peuvent entendre, dont d'autres peuvent jouir de la conversation, que d'autres peuvent toucher, mais pas pour vous. Et c'est dévastateur. Roland Barthes, le philosophe, a ce qui pour moi est la plus belle définition de l'amour. Il dit que c'est l'assomption démentielle de la dépendance. C'est-à-dire que vous assumez le fait d'être totalement dépendant d'une personne sans qui vous perdez pied, sans qui le sol se dérobe sous vos pieds. Eh bien, c'est ce que j'ai connu il y a quelques années, et après cette histoire d'amour, je ne pouvais plus faire quoi que ce soit d'autre que d'écrire là-dessus. Et je me suis mis, de manière très banale, là aussi, à écrire des poèmes. Et mon intention initiale était de publier un recueil de poèmes. Mais finalement, je me suis dit, tout le monde s'en fout de la poésie. Les gens ne vont pas la lire. Et donc, j'ai pris quelques-uns de ces poèmes et je les ai fait passer en quelque sorte en contrebande dans de la fiction. Je les ai enrobés de fiction et j'ai raconté cette histoire. Voilà. Je vous en ai peut-être déjà beaucoup trop dit. Je serais très heureux de répondre aux questions éventuelles que vous auriez. Parce que je peux continuer comme ça à parler longtemps, mais bon, autant que ce soit une conversation entre nous. Je pense qu'on vous écoutera après longtemps aussi. Donc, allons-y, n'hésitez pas. Qui a des questions? S'il n'y en a pas, moi je vous parle d'autre chose. Hein. Je vais partir sur un autre sujet, totalement différent. Je vais vous parler de l'Iran. Je sais que la première question est toujours la plus difficile, alors passons directement à la deuxième, comme ça on... Oui. Pourquoi vous avez choisi de venir aux États-Unis? Ah, c'est une excellente question. Il y a un écrivain pour qui j'ai énormément d'admiration qui s'appelle Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, il a fait un très long voyage dans les années 50 entre Genève, en Suisse, et l'Afghanistan. Et il est passé par la Yougoslavie à l'époque, par la Turquie, par l'Iran, et il a fini en Afghanistan. Et 10 ans plus tard, en 1963, il en a tiré un livre qui s'appelle L'usage du monde, qui est pour moi le plus beau récit de voyage jamais publié. Et je suis désolé pour Jack Kerouac, je suis désolé pour On the Road, mais Nicolas Bouvier, L'usage du monde, The Way of the World in English, c'est absolument fabuleux. Et Nicolas Bouvier, à un moment, il écrit que un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Et donc, en fait, quand on me pose la question « Pourquoi êtes-vous venu aux États-Unis ?» Eh bien, j'ai envie d'abord de dire « Mais un voyage se passe de motifs. Pourquoi est-ce que je suis venu aux États-Unis ?» Parce que je n'ai pas donné de raison, parce que j'avais envie de venir aux États-Unis. Mais en vrai, c'est parce que j'ai un projet de roman qui se passe en partie aux États-Unis, notamment à New York, et que j'étais assez peu familier de la ville de New York. Je connaissais bien mieux le Midwest, que j'ai beaucoup sillonné parce que j'ai vécu au Minnesota une année, mais après j'ai retourné tous les étés pendant plusieurs années. Et je connaissais très peu New York. Donc il fallait que je m'immerge en quelque sorte plusieurs semaines à New York. Et la Villa Albertine et Axel, qui faisait partie de ce jury, ont eu
la bonté de m'accorder cette bourse de la Villa Albertine, ce qui m'a permis de venir à New York sans me ruiner totalement. Parce que c'est devenu une ville de millionnaires. Je ne sais pas comment les gens font pour survivre là-bas. 21 $, un jus de fruits. Des loyers, mais absolument... Donc voilà. Mais c'est principalement pour écrire, pour faire des recherches en quelque sorte, pour m'immerger dans le milieu. Mais à peu près tout ce que je fais dans ma vie, finalement, n'a que cette finalité. Tous les voyages, je le racontais hier au lycée français, parce que mon dernier voyage, c'était en Iran, à un moment qui était très mouvementé, c'était assez dangereux d'aller en Iran à ce moment-là. Et un élève, avec plein de bon sens, m'a dit « Mais pourquoi vous n'allez pas plutôt aux Bahamas ? Vous allongez sur une plage, et vous racontez un peu tout ça. » Et je lui dis « Mais ça va être formidable de s'allonger sur une plage de sable fin avec une eau turquoise, des poissons multicolores et de faire du snorkeling. Mais d'un point de vue littéraire, je pense qu'on n'en fait pas grand-chose. » En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à tirer un profit littéraire d'un soleil qui se couche sur l'Adriatique ou je ne sais quoi. C'est peut-être une des grandes vertus de l'écriture, c'est qu'en fait, tout ce qui vous arrive dans la vie, y compris ce qu'il y a de plus fâcheux, le deuil, l'ennui, le chagrin, au moins vous avez cette consolation de pouvoir en tirer une matière littéraire, de pouvoir le transformer en littérature, de pouvoir... Mais voilà, je suis venu aux États-Unis outre pour avoir le plaisir de vous rencontrer. Il faut me documenter à New York. Une petite question. Vas-y, vous nous avez très joliment expliqué l'inspiration amoureuse du roman, mais moi je suis curieux de savoir d'où vient l'inspiration policière. C'est précisément parce que, ce que je disais tout à l'heure, je voulais renouveler un peu la forme, et je ne voulais pas raconter une histoire d'amour du point de vue, je ne sais pas moi, de l'amant, ou de la femme adultère, ou du mari cocu, parce que je voulais pouvoir je voulais pouvoir explorer les différentes facettes de cette passion, et donc je tenais à ce que ce soit un narrateur extérieur qui l'explore. Et le fait qu'il raconte cette histoire au juge, ça rajoutait un peu un élément de suspense. Mais, comme je suis pour la... Je n'établis pas de hiérarchie entre le réel et la fiction. C'est-à-dire que je crois fermement que des personnages de fiction peuvent avoir autant d'incidence dans nos vies que des personnages qui ont bel et bien existé. Je parlais tout à l'heure de Belle du Seigneur. Ariane et Solal, ils ont autant d'importance dans ma vie que, peut-être pas que mes sœurs, mais que mes cousines, quoi. Et bon, je suis vraiment pas le seul à partager cette idée. Lorsque Oscar Wilde, qui pourtant, dont je parlais tout à l'heure, a connu beaucoup de chagrin dans sa vie, il disait que le plus grand chagrin qu'il a connu dans sa vie, c'était la mort de Lucien de Rubempré dans Splendeur et misère des courtisanes. Voilà, Lucien de Rubempré, c'est un personnage fictif, inventé par Balzac. Il n'existe pas. Balzac lui-même, lorsqu'il est sur son lit de mort, le médecin qu'il convoque à son on lui dit « Mais alors, Honoré, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu es en train de mourir et tout. » Il dit « Appelez Bianchon !» Appelez Bianchon. Qui est Bianchon? C'est le médecin de la comédie humaine. C'est un personnage que Balzac a lui-même inventé. Donc Balzac, sur son lit de mort, était persuadé que le seul qui venait le sauver était un personnage de fiction. C'est extraordinaire quand même, cette idée. Donc je pense que les personnages de fiction peuvent avoir autant d'importance dans nos vies que les personnages réels. Et je suis pour la migration des personnages de fiction de livre en livre. Et donc, il y a un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Article 353 du Code pénal, de Tanguy Viel, un auteur français, publié aux éditions de Minuit, où il met en scène un juge, donc il invente un juge. Eh bien, j'ai écrit à Tanguy Viel pour lui demander l'autorisation de reprendre ce juge dans mon roman. Et donc le juge qui est dans Mon Maître et mon Vainqueur, eh bien, est celui qui se trouve dans Article 353 du Code pénal de Tanguy Viel. Et récemment,
une écrivaine m'a écrit pour me demander la permission de muter ce juge et de le mettre dans son propre roman à elle. Donc ce juge migre comme ça, de livre en livre. Mais donc si le narrateur raconte ça devant un juge, c'est aussi pour ajouter un peu de suspense, pour qu'il y ait un peu ce côté policier, c'est beaucoup dire, mais voilà, pour mettre une sorte d'enjeu de suspense. Ma question c'est, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les voyages? Vous avez parlé du coup de l'Iran. Vous y êtes allé, il me semble, en 2022, lorsque c'était un peu agité. Ouais. Du coup, quelle était la raison? Enfin, est-ce que vous avez voulu voir le pays à ce moment-là par rapport à la situation, ou c'était... Ce qui m'a donné envie de partir en Iran, c'est la lecture de l'usage du monde, dont je vous parlais de Nicolas Bouvier. Un livre prodigieux qui a été vraiment une déflagration lorsque je l'ai lu à 25 ans, et je me suis promis de partir un jour sur ses traces. Je devais y partir en mars 2020. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Fermeture de la frontière pendant 1 an et demi, assignation à résidence sous surveillance policière, qu'on a appelé le confinement. Port du masque obligatoire, restriction drastique de nos libertés. Et finalement, la frontière finit par rouvrir. Sauf qu'au moment où elle rouvre, j'avais un livre qui sortait, je crois, donc je ne pouvais pas y partir, et je décide d'ajourner ce voyage à fin 2022. Or, le 16 septembre 2022, une jeune fille qui est originaire du Kurdistan iranien rend visite à son frère à Téhéran, et la police des mœurs qui patrouillait par là considère que cette jeune fille porte son voile de manière un peu trop négligente. Ils la mettent dans un fourgon de police, ils la tabassent, et lorsqu'elle arrive au commissariat, elle perd connaissance, elle tombe dans le coma. Elle reste 3 jours à l'hôpital de Téhéran, 3 jours plus tard elle meurt. Elle est enterrée le lendemain à Saqqez, au Kurdistan iranien. Et à son enterrement, c'est assez poignant, parce que, enfin c'est pas assez poignant, c'est très poignant. On peut voir, il y a une vidéo qui existe où on voit la mère de cette jeune fille en train de ramasser la terre sur sa tombe, de pleurer et de crier le nom de cette jeune fille, qui s'appelle Gina Marsa Amini. Et dans la foule, ce jour-là, il y a une énorme foule, et quelqu'un commence à crier Jinjian Azadi, ce qui en kurde veut dire femme, vie, liberté. Et ce slogan, parti du cimetière de Saqqez au Kurdistan iranien, va se propager comme ça de lèvre en lèvre à travers tout l'Iran, et le nom de Mahsa Amini va devenir comme le mot de passe de la révolte et du soulèvement contre un régime liberticide. Et il va y avoir de nombreuses manifestations, on va assister à beaucoup de choses, des femmes qui retirent leur voile, qui le jettent au feu, qui en font des brasiers, des jeunes filles à l'école qui font un doigt d'honneur aux photos de l'ayatollah Khamenei et de l'ayatollah Khomeini, son prédécesseur, donc le guide suprême et son prédécesseur. Et il va y avoir beaucoup de manifestations, et les manifestations sont réprimées dans le sang. Et un peu plus d'un mois après la mort de Mahsa Amini, il y a déjà eu 500 morts dans les manifestations, 15 000 prisonniers politiques, 15 000 manifestants qui sont arrêtés, qui sont mis en prison. En prison, ils sont torturés. Alors l'une des spécialités de la maison en Iran, c'est de vous mettre dans une cellule minuscule avec un néon à la lumière aveuglante qui finit par qui vous prive de sommeil finalement. Vous ne parvenez pas à vous endormir, vous devenez fou et on vous extorque à peu près tous les aveux que l'on veut. Et puis l'autre spécialité de la maison, c'est le viol. Et de nombreuses jeunes filles ont rapporté des cas de viol en prison, certaines réclament la pilule pour ne pas tomber enceinte de leur bourreau, et on m'a même rapporté le cas de jeunes filles dont les viols étaient filmés. Et lorsqu'elles sortaient de prison, on leur disait « Maman, si tu bouges le petit doigt, si tu continues à manifester, si tu défies le régime de la République islamique, eh bien, les vidéos des viols, on va l'envoyer à ton frère, à ton oncle, à ton père, etc., etc. » Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont suicidées à leur sortie de prison. Donc c'est absolument terrible, les conditions de détention des prisonniers politiques en Iran. Et à ce moment-là, tous les journalistes iraniens qui traitaient des manifestations étaient mis en prison, et les journalistes occidentaux n'avaient plus accès à l'Iran. Ils ne se voyaient plus délivrer de visa ou ils étaient expulsés. Et moi, j'avais eu la chance d'obtenir un visa touristique parce que j'avais prévu de partir sur les traces de Bouvier, parce que je n'étais pas journaliste, je n'avais pas de carte de presse.
Et s'est posé la question de savoir si j'y allais quand même ou pas, sachant qu'il y avait un vrai risque de détention arbitraire. Et il m'a semblé que ça aurait été un manque de panache, de courage, une dérobade, de ne pas y aller. Et donc j'ai décidé d'y aller quand même. Et j'ai traversé l'Iran pendant 6 semaines, sur les traces de Bouvier, de Tabriz, donc à la frontière turque, jusqu'à Zahedan, à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Et j'ai fini par être, j'avais décidé de prolonger le voyage, mais j'ai fini par être arrêté, mis en garde à vue et expulsé du pays. Et j'en ai tiré ce récit de voyage. Je n'avais pas prévu d'écrire un récit de voyage. J'avais prévu d'écrire des reportages, d'en faire une série de reportages pour un magazine suisse d'ailleurs qui m'en avait fait la commande. Et finalement, j'avais tant de choses à raconter, j'avais fait tant de rencontres bouleversantes, j'avais traversé tant de... Alors le livre est mince, il fait 150 pages, mais néanmoins, j'ai eu envie de les raconter. Et voilà pour la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Ça, c'est mon dernier grand voyage en date. Ouais. Est-ce que le fait que j'ai lu Belle du Seigneur m'autorise à vous poser 2 questions? Ah, 1111 questions. La première, pour revenir aux anecdotes sur les inspirations qui vous ont permis de créer les personnages et la situation, au sujet de l'homme avec le poème dans la poche, ça m'a fait penser à un cas qui reste ouvert, je crois, en Australie, dans les années 50. Un homme qui a été retrouvé mort sur une plage. Personne n'a jamais su qui c'était, ni même comment il est mort. Et la seule chose qu'il avait dans sa poche, c'était un mot coupé d'un livre qu'on a retrouvé des années plus tard dans une voiture abandonnée, etc. Est-ce qu'il y a une corrélation là ou c'est Absolument pas, je ne connaissais pas cette histoire, mais ça pourrait donner matière à un roman. Un excellent... Ça reste ouvert, on n'a jamais rien... Je crois que c'est en Australie, peut-être années 50, je ne sais plus exactement, mais c'est une spirale Wikipédia, juste faites attention. Ouais. J'essaierai de retrouver ce cas, mais il y a un écrivain français qui s'appelle Laurent Binet, un très bon écrivain. Binet était arrivé, il avait fait un premier roman qui s'appelait HHHH, la lettre H. C'est génial comme titre. HHHH, ça veut dire Himmler's heißt Heydrich. Le cerveau de Himmler s'appelle Heydrich. Et en fait, ça racontait l'assassinat de Jörg Heydrich, qui était le protecteur de la Bohème-Moravie, enfin on l'appelle le protecteur, c'est un nazi, donc qui mettait la Tchécoslovaquie, qui avait la Tchécoslovaquie sous sa férule, sous sa coupe, pendant la pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été assassiné par un parachutiste slovaque et un parachutiste tchèque. Et Laurent Binet racontait toute l'histoire de cet assassinat. C'est un livre absolument formidable. HHHH, il a été traduit en anglais, il a eu un succès international. C'est pas pour ça que je parle, mais en fait je voulais pas vous parler de ce livre. Ensuite, il a écrit un deuxième roman, et là ça rejoint votre question, qui s'appelle La 7e fonction du langage. Et il imagine que sur Roland Barthes, donc vous savez ce grand philosophe sémiologue français, celui qui a fait la plus belle définition de l'amour que je vous ai donnée tout à l'heure, il imagine que Roland Barthes est mort parce qu'il a été il a été renversé par une camionnette de blanchisserie. Donc c'est un accident de la circulation, il était en train de traverser, il y a une camionnette de blanchisserie qui est passée et qui l'a tamponné, il s'est tapé la tête contre le bitume et il est mort. Et Laurent Binet imagine que Roland Barthes avait dans sa poche ce qu'il appelle la 7e fonction du langage. Quelle est cette 7e fonction du langage? C'est celle qui permet, c'est le secret pour convaincre votre auditeur. Donc c'est ce qui permet, et donc vous imaginez bien qu'il y avait un enjeu à retrouver qui avait volé dans la poche arrière de Roland Barthes la 7e fonction du langage. Parce qu'il suffit que ça tombe dans les mains de mauvaises personnes, un dictateur ou je ne sais quoi. Et donc tout le livre, et c'est un livre assez formidable aussi, un peu moins bien que HHHH, mais c'est une histoire fictive, hein, mais qui raconte vraiment cette histoire où tu as 2 enquêteurs qui essayent de retrouver qui a volé la 7e fonction du langage qui se retrouvait sur Barthes. Ça me fait penser un peu à l'histoire que vous racontiez voilà, un bout de papier un peu mystérieux qui se trouve dans la poche d'un cadavre, en quelque sorte. Voilà. Mais non, j'ai jamais entendu parler de cette histoire de l'Australien sur sa plage, mais ça pourrait faire un roman formidable. Ça, c'était la première question. Ouais. La deuxième, c'est est-ce que vous servez aussi comme ça d'anecdotes, de personnages réels, de références littéraires
quand vous sélectionnez les noms de vos personnages? Alors, c'est une bonne question parce que figurez-vous que mes 3 premiers romans, mon premier livre, c'était un recueil de nouvelles sur des gens qui ont réellement existé, qui ont été guillotinés pendant la Révolution française. Ça s'appelait Tu montreras ma fête au peuple. Donc, comme ils ont réellement existé, je n'ai pas eu à inventer de nom de personnage. Mon deuxième livre, c'était sur quelqu'un qui a réellement existé, qui s'appelle Évariste Galois, qui était un mathématicien de génie qui est mort en duel à l'âge de 20 ans. Donc, je n'ai pas eu à inventer de nom de personnage. Mon troisième livre était une enquête littéraire sur les traces de Romain Gary, donc j'ai pas eu à inventer de nom de personnage. Et Mon maître et mon vainqueur, c'est le premier livre où j'avais des personnages purement fictifs, pour lesquels j'ai dû inventer des noms. Et Tina, c'est pas du tout une référence littéraire, c'est parce que c'est l'acronyme de There is no alternative. Je l'ai pas mis dans le livre, mais je me suis dit, c'est quand même un nom qui est pas très courant, donc à un moment je dis qu'elle s'appelle Albertine, mais qu'elle s'est fait appeler Tina parce qu'elle trouve qu'Albertine c'est un peu vieux jeu, etc. Et Vasco, c'est un prénom que je trouvais très beau, mais là aussi je me suis dit Tina et Vasco, les gens vont se dire mais c'est quoi ça? Et donc je dis qu'il s'appelle Vincent Asco, mais que tout le monde l'appelle Vasco. Mais donc il n'y a aucune référence littéraire, et le mari il s'appelle Edgar Barzac, et Barzac en fait c'est le nom de ma rue, André Barzac. Donc, voilà. Mais non, il n'y a pas de référence, non. Et pour mon prochain livre, qui est une fiction aussi, j'ai dû inventer plein de noms, et c'est pas des clins d'œil à des livres. Mais je fais beaucoup de clins d'œil à des livres dans mes propres livres. J'essaye de, comment dire, ouais, il y a un jeu avec le lecteur qui est en mesure de déceler les clins d'œil. L'important quand vous faites un clin d'œil, c'est que ça crée c'est de pouvoir créer une connivence entre votre lecteur et vous. Mais il faut aussi que ça ne laisse pas sur le bas-côté celui qui n'aurait pas les références, en quelque sorte. Donc la difficulté, si on peut dire, c'est de pouvoir faire en sorte que le lecteur qui a les références, comme celui qui ne les a pas, puisse avoir une lecture aussi smooth qu'une que l'autre. Une dernière question avant de passer à la petite. Ouais, une question. Est-ce que vous pourriez parler de votre relation avec la maison d'édition Gallimard, parce que quand même, ça doit faire quelque chose de se retrouver à côtoyer Albert Camus, Albert Cohen aussi probablement. Est-ce que ça a été un choix? Est-ce que vous rêviez d'être publié chez Gallimard, d'où le prestige de la maison d'édition? Oui, c'était un rêve, et lorsque j'étais jeune, je me souviens que lorsque j'habitais pas à Paris parce que je jouais au hockey, j'ai joué à Lyon, à Montpellier, etc. Mais il m'arrivait d'aller à Paris, et quand le métro s'arrêtait rue du Bac, je savais que c'était l'arrêt de métro où il fallait descendre parce que Gallimard se trouvait juste à côté. Et vraiment, rien que de voir l'arrêt de métro rue du Bac, mon cœur s'emballait en quelque sorte parce que je savais que Gallimard était juste à côté. Et quand j'ai écrit mon premier livre, je l'ai envoyé à 4 maisons d'édition, dont Gallimard, et j'ai reçu un mail enfin, je l'ai lu sur mon Blackberry à l'époque. On va dire qu'on parle vraiment d'une période révolue de l'histoire. Et c'était Jean-Marie Laclaftine, qui était éditeur chez Gallimard, et qui me disait qu'il avait lu le livre, qu'il lui avait beaucoup plu, et qu'il souhaitait le publier dans la collection blanche. Et à ce moment-là, j'étais à l'aéroport de Lyon, j'avais parté à Istanbul, et j'allais vraiment rentrer dans l'avion, et en lisant le mail, j'ai eu une larme de soulagement qui a coulé sur ma joue comme ça. Et l'hôtesse de l'air, croyant déceler dans cette larme une phobie de l'avion, m'a dit « Mais monsieur, ne vous inquiétez pas, le vol va bien se passer. » Et ensuite, quelques semaines plus tard, je vais chez Gallimard pour rencontrer mon éditeur Jean-Marie Laclaftine. Et lorsque j'arrive dans le hall d'entrée, je me présente à l'accueil et je dis voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur Laclaftine, donc on le fait descendre. Il arrive, et là on croise dans le hall le plus vieil éditeur de chez Gallimard, le plus vieil, non seulement le plus ancien, mais aussi le plus vieux. Il avait 92 ans à l'époque. Et cet éditeur s'appelait Roger Grenier. Et il me dit, vous le connaissez? C'est votre père? C'est un auteur que j'adore. Et il me dit,
parce que mon premier livre, donc, c'était sur la Révolution française, et la guillotine, le bourreau. Et il l'avait lu parce qu'au comité de lecture, il faisait partie du comité de lecture. Et il me dit, ça m'a beaucoup intéressé cette question du bourreau. Figurez-vous que j'en parlais très souvent avec Albert Camus. Je venais d'arriver chez Gallimard et un type me dit, j'en parlais très souvent avec Albert Camus. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ah ouais, quand même, tu mets les pieds dans ce livre. Mais néanmoins, Gallimard publie plein de merde aussi, donc c'est pas un gage de qualité absolue. Je suis souvent consterné par leurs choix éditoriaux. Je trouve qu'ils me prennent beaucoup trop d'argent. Non, nos rapports, c'est un rapport de fascination-répulsion aussi. C'est mon boss, hein, en quelque sorte. Donc, je tiens à le dire devant la caméra. Antoine Gallimard, il va falloir augmenter les pourcentages et les avaloirs, parce que tu n'es pas à la prime. Non, j'ai de très bons rapports avec Gallimard. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, à laquelle je suis très très attaché. Et c'est vrai que dans ma bibliothèque, c'est essentiellement des livres de chez, pour la littérature française, des livres de chez Gallimard, et beaucoup des éditions de Minuit, qui pour moi reste quand même la plus belle maison d'édition. Mais le groupe Gallimard ayant racheté les éditions de Minuit, c'est vraiment pas faire offense à Gallimard aujourd'hui que de dire que Minuit est la plus belle, parce que ça fait partie de la famille maintenant. Minuit a été vendu à Gallimard il y a deux ans. Mais les éditions de Minuit, pour le coup, à 100% de littérature, quoi. Il n'y a pas... Vous prenez un livre des éditions de Minuit, ça peut vous plaire ou ça peut ne pas vous plaire. Mais c'est quand même des écrivains à chaque fois. Enfin, il y a une langue à chaque fois. Il y a une... Gallimard, c'est pas toujours le cas, et ils le savent. Hein. Ils publient beaucoup après. Minuit, il publie 4 livres par an, donc c'est sûr que c'est plus facile d'être Gallimard, il publie trop. On peut continuer la conversation avec un petit apéro et un peu de fromage. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Elle n'était pas là, Axel. Ah, mais on la voyait pas. Dérobée à nos regards. Moi, je cherchais, parce que quand je parle comme ça à un public, je cherche pour essayer de ne pas sombrer comme ça, à capter le regard d'une personne. Et donc, depuis tout à l'heure, je cherche celui d'Axel que je ne vois pas. Ah. C'est très perturbant. Je t'ai perdu.